Bonjour à tous, un grand bienvenue. Madame la ministre d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, distingués invités et chers panélistes extrêmement patients, je suis ravie de vous accueillir pour ce symposium sur le thème de l'urgence climatique et de son impact sur la santé. C'est la deuxième fois que Foundation S, le collectif Sanofi, est présente au Forum Galien. Et nous le considérons avec Daouda Diouf, qui est en charge du programme Climat Santé chez Foundation S, comme un espace critique d'analyse et de proposition de solutions pour adresser les sujets à la croisée de la santé, de l'innovation et du bien-être des populations. Donc aujourd'hui, nous sommes ici pour aborder un thème fondamental pour maintenir les avancées en santé que vous avez tous ici réalisées toutes ces dernières années. C'est donc le changement climatique et son impact sur la santé. Nous voyons combien le changement climatique tue. Il tue littéralement. L'OMS a des chiffres qui sont en train d'être réévalués, qui parlent de 250 000 morts additionnelles par an. Cependant, nous savons que la pollution de l'air tue plus chaque année que toutes les morts dues au Covid. Nous savons aussi que 132 millions de personnes sont à risque de basculer dans l'extrême pauvreté à cause des impacts du changement climatique, notamment sur leur santé. En tant que directrice générale de Foundation S, je suis absolument ravie d'arriver à l'instant d'un atelier de lancement des solutions concrètes qui peuvent être mises en place. Nous avons aujourd'hui financé 23 projets communautaires dans 9 pays d'Afrique de l'Ouest. Et nous sommes, voilà, merci beaucoup, nous sommes ravis d'avoir un nombre de ces porteurs de projets ici dans la salle avec nous. C'est comme ça que nous souhaitons travailler, d'abord en travaillant sur l'échelon communautaire, et nous sommes aussi ravis d'avoir ici plusieurs membres éminents du laboratoire d'idées qui nous a permis d'arriver à ces changements. Vous avez sur votre table le rapport d'action publié par ce laboratoire d'idées, et je vais à présent présenter Madame Vanessa Kerry, qui est la nouvelle envoyée spéciale de l'OMS pour le changement climatique et son impact sur la santé, qui est aussi la PDG de Seed Global Health et qui est aussi professeure à Harvard. J'introduirai ensuite une autre membre éminente du laboratoire d'idées, mais ce rapport, il vous montre que tout ce qui est changement de politique publique, ça ne peut se faire qu'à l'échelon communautaire. C'est pour ça que nous sommes ici ensemble maintenant. Merci à tous. Vanessa, if you don't mind, I'll switch to English, although I know you understand French perfectly and you're culturally fluent. So thank you so much for being here with us from the United States. It means a lot. So Vanessa, you, as I mentioned, took this role over in May. You're the new World Health Organization Special Envoy for Climate Change and Health. Can you tell us here why the climate crisis is a health crisis? You've seen it as CEO of Seed Global Health for many years with your work in Africa, but how are you using your role now to walk the talk? Thank you. Oh, thank you, Vanina, et merci beaucoup à tous. Je voudrais parler en français, mais je ne le parle plus assez couramment, ce point. Alors, s'il vous plaît, si c'est possible, en anglais. Thank you very much, and I am really pleased to join you. And I think this is a very important question because the climate crisis is a health crisis, most fundamentally. The way we as humans are feeling the climate crisis every day is in how it impacts our health. It is the air we breathe. As you mentioned, we have 7 million people who die a year from air pollution. It is in the water we drink and our exposures to vector-borne diseases. Already, the negative impacts of health are being seen worldwide from climate change, with about 3.3 to 3.6 billion people at risk. That's half of this world. And 1 in 4 deaths, according to the World Health Organization, is already attributable to a preventable environmental cause. So we're talking about something that is really having reach absolutely everywhere. As you also shared, I mean, this last year alone has really shown the acceleration of the extreme weather events, the global warming. There's a report that just came out today that highlights that we are already hitting the 1.5 threshold for over a third of the year.
So we are accelerating ourselves to a point of what we've decided is sort of no return or catastrophic effect far faster than we expected. So we are feeling this in terms of the fact that we're seeing an increase in vector-borne diseases, malaria, dengue. It is an increase in non-communicable disease events. It is an increase in poor outcomes in pregnancy, women who deliver early or who are having stillbirths or having increased risk of poor fetal outcomes. It is increased mental health. There was a session just as part of this forum about mental health burdens that we're seeing in the world. It is direct trauma. Look at Libya, right? Single flood took out an entire city. So we're talking about a very acute crisis. And the impacts of this health, that we're seeing in the health crisis go far beyond just health. We're talking about people's livelihoods, their ability to go to work, their ability to go to school. When families are confronted with illness, often the house is at risk of catastrophic costs that can put them below the poverty line, so that people are choosing between sending a child to school, buying medication, or putting food on the table. We know the economic impacts of the health crisis are massive, because when we see we've spent trillions of dollars, right, to react to what's happening from climate change and the health impacts of climate change, when we could be spending that right in the prevention or on the front end. So, when we talk about the climate crisis being a health crisis, we talk about it very much in these austere points of doom and gloom. And I don't want it to be doom and gloom, because we know what to do. We've spent years investing in health in ways that we know how to build stronger health systems. We know how to achieve better health outcomes. And I think that's one of the opportunities to talk about here too, is what are those concrete solutions? And I'm very grateful to Foundation S and to the Collective Minds Council for coming together to think about where there is opportunity to take this moment of crisis and respond with a bigger and bolder action, to put in the money, to put in the investment, to put in the vision and the commitment to build the strong health systems, to build the resilience, to adapt to this moment, but also ideally to mitigate the harm that we're seeing by rising greenhouse gases, and to be able to really transform the world that we live in for better health and well-being. And I'm happy to also speak. I mean, I think, Vanina, if you're speaking, I can't hear you, but I think so. But I think one of the opportunities is that we have COP28 ahead of us, and COP28 is going to have the first ever Day of Health. That's an opportunity to, I think, really take this moment and launch a different kind of movement forward. So when we think about, and I believe deeply that the continent of Africa and the diversity of the 54 countries and the way the leadership and the continent can take this moment can actually help dictate a narrative for the world about how to take this moment and go forward. A new kind of leadership that is investing in communities and is building resilience. And the opportunity here, right, is to invest in stronger health systems. As CEO of Seed Global Health, I've spent almost 15 years now partnering with governments to build strong health systems founded on a healthcare workforce that can respond to disease. What that looks like, for example, in a place like Zambia, that we're so pleased to be able to partner with Foundation S to work in, or in Malawi, is to build family medicine. Family medicine can actually take care of 80% of the health problems that we see of any kind, but also from climate change, right? It is maternal health, it is non-communicable disease, it is vector-borne diseases, it is mental health, it is trauma. And by investing, we've just helped graduate in partnership with the government the first family medicine physician for Zambia. And we now have 25 more in the pipeline. That can become a backbone of primary care that is on the front end of prevention, building the resilience, preventing disease before we have to react to it and pay for it, and building the ability to manage the cholera outbreaks that we just saw in Malawi from tropical storms that have been passing with increased intensity and severity. But if we can start to look on the preventative side of things, we can save more money, but we can also address the burdens of disease that we see today. And we can build strong populations that are healthy, that can be part of a stronger pathway to development. So I think there's three core things I'd like to end with that we have the opportunity to do, and that the COP28 allows us to take this moment. And I hope that the head of COP and the COP presidency takes this strongly. And I hope the whole community, global community, takes this moment strongly. The number one, every decision we make from this point on
can no longer see an escalation of greenhouse gases. Some economies are based on fossil fuels and it will take time to transition, but there can be no further investment in expanding the amount of greenhouse gases because that is the source of all of this harm. Two, we need to think about the health sector's role to mitigate greenhouse gas emissions. And so as countries and communities in Africa think about what their investment can be in strong, resilient health systems, it can be green energy, solar energy that provides reliable energy to the facilities, but doesn't contribute to greenhouse gases. So we can see the co-benefits on the communities here. That opportunity is out there, and I think we should be investing in that. Third, we have to invest in adaptation. We have already arrived at a moment that is causing us harm every day. Crisis with 1.5 degrees Celsius. We are off track for Paris, and we are seeing the impacts of that. So we have to adapt to this moment. And that means investing in strong, resilient health systems, a strong workforce that is able to meet today's burdens of disease, but to also meet the shocks that are coming down the pipeline, which brings us to the resilience piece. We know what to do. We've known this for a long time. We've just never made the investments in strong health systems. And so when we think about what we saw in COVID, we saw the shock that COVID hit. 90% of countries had disruption in health services, and it's because we've done vertical interventions always. If we stop and we build out that resilient horizontal system that is able to meet the challenges across burdens of disease, we'll be far better positioned to meet this moment and to create a different pathway forward for well-being. We have this capability. This is about a choice to make. And I'm asking all of us to make that choice today because we don't really have the time anymore, but we do have the options to do things differently. So, merci beaucoup. Je suis très, très contente d'être avec vous aujourd'hui. Thank you so much, Vanessa. Merci beaucoup, Dr. Vanessa Query, pour ces remarques qui rappellent l'urgence de s'adapter aujourd'hui, d'agir maintenant. Sans plus attendre, je voudrais inviter à ouvrir cette session officielle de ce symposium Madame la ministre d'État, Madame Awa Marie Kolsek, présidente du Forum Gallien et grande leader du thème climat santé. Merci beaucoup. Je vais faire, comme on dit, direct to the point. Je suis entre le panel, le repas et peut-être d'autres activités dans l'après-midi. Donc, vous voyez que c'est un peu difficile. Mais je voudrais quand même, et je suis très contente de pouvoir ouvrir officiellement ce débat sur le changement climatique, mais également sur les urgences sanitaires. Vous dire que Vanessa a déjà apporté beaucoup d'éléments. Nous sommes membres du même groupe de réflexion et donc je pense que je ne vais pas répéter l'importance du changement climatique, mais également des problèmes de santé qui y sont liés. Mais j'insisterai sur le fait que nous avons travaillé trop longtemps, comme elle l'a dit d'ailleurs, en silos, donc d'une manière cloisonnée. On va aller vers la CAP 28, la 28e. Et c'est la première fois qu'il y a carrément une partie qui va s'intéresser aux problèmes de santé liés au changement climatique. Donc, il y a eu des petits symposiums. J'ai assisté d'ailleurs à quelque chose il y a peut-être 5-6 ans. Et je pense que c'était vraiment très petit dans un ensemble beaucoup plus grand où il y avait les grands spécialistes comme le professeur Mo, et qui étaient vraiment pointus et qui nous ont montré qu'il y avait un vrai problème. Ce vrai problème est que beaucoup de personnes considéraient et ont considéré pendant trop longtemps que le changement climatique, c'était un peu cosmétique et que c'était plus, on peut dire, théorique que concrètement du vécu. Et que c'était aussi, souvent, les gens pensaient que c'est les histoires des pays occidentaux qui ont envie encore de parler de choses qui sont assez, disons, attrayantes.
Mais chacun d'entre nous voit aujourd'hui, et je vais prendre maintenant l'angle africain, qu'en Afrique, qui est le continent en fait le plus vulnérable, qui contribue le moins à toute la production en matière de gaz à effet de serre, mais qui est le continent qui est le plus perturbé parce qu'il y a plus de vulnérabilité. Mais c'est aussi le continent où il y a le plus d'adaptation, où il y a le plus d'innovations qui viennent des communautés. Et c'est pour cela que nous soutenons vraiment fortement cette jonction indispensable entre tous ceux qui pensent changement climatique et qui sont des experts, mais également avec les autres qui voient les résultats sanitaires de ce changement climatique, mais surtout avec les communautés qui le vivent au quotidien. C'est pour cela que je peux dire que depuis quelques années, nous-mêmes, nous nous sommes impliqués dans ce défi à relever et que récemment, nous avons eu à participer. Je pense que Benoît aura la possibilité de parler de One Health, parce que cette idée de One Health aussi est importante pour beaucoup de maladies aujourd'hui, mais on se rend compte que quand on parle de changement climatique et qu'on n'a pas cette idée de One Health, on perd aussi quelque chose. Nous avons aussi, avec la Fondation S, pour Sanofi, cette fondation a eu à l'esprit de vraiment convoquer certaines personnes. Bon, peut-être, je ne sais même pas pourquoi on nous a choisis, mais bon, on était là-bas. Et on a discuté vraiment de ce lien avec les problèmes de santé, qui sont, on l'a dit aussi, quand vous voyez le Malawi, quand vous voyez le Mozambique, quand vous voyez tous ces pays du Sahel qui souffrent de sécheresse, qui souffrent d'inondations, les tornades, tout. Mais qui souffre le plus? Les communautés à la base. Quand la montée de la mer est visible, elle est visible d'abord par les populations qui vivent sur les côtes et qui voient leurs maisons de plus en plus menacées et certaines détruites parce qu'il y a une avancée de la mer. Donc, toutes ces choses-là, on les a vécues. Mais maintenant, on se rend compte, quand on dit après l'inondation, qu'est-ce qui se passe? Épidémie de choléra. Ah, tiens. Donc, il y a un lien avec les problèmes de santé aussi. Quand on a eu toute une population déplacée parce qu'il y a eu vraiment des destructions liées au changement climatique, ces populations aussi sont traumatisées, sont réfugiées à droite, à gauche, et les problèmes de santé mentale sont des problèmes réels. Donc, il faudrait qu'on pense beaucoup plus à tout cela. Et je voudrais vous dire qu'on a des experts formidables qui sont là, qui vont aller dans le détail. Et puisqu'on m'a demandé d'ouvrir officiellement, je voudrais déclarer ouverte donc cette conférence, débat autour, j'espère, d'un bon déjeuner, pour vous dire que le Forum Galien Afrique a vraiment collaboré avec la Fondation S pour qu'on puisse avoir cet événement. Et on y croit. Et quand on parle de Fondation Galien Afrique aujourd'hui, on parle de tout le monde, on parle de vous, on parle de nous, on parle de tout le monde. Et c'est ensemble que nous trouverons des solutions. C'est ensemble que nous aiderons les populations et les communautés à avoir vraiment l'adaptation nécessaire. Elles le font à leur niveau, mais il faut des financements, il faut des appuis, il faut un accompagnement. Et je pense que nous pourrons contribuer à cela, influencer certains agendas, et c'est ce qui nous permettra, même si l'Afrique est un continent vulnérable, de pouvoir être les premiers en matière d'adaptation et en matière vraiment de résolution de tous les problèmes liés au changement climatique, pour que nos décideurs aussi puissent en faire des priorités et éviter de dire c'est ça ou ça. C'est les deux aujourd'hui et nous avons aussi les deux défis à relever. Je vous remercie de votre aimable. Merci infiniment, Madame la ministre d'État, pour ces paroles ô combien importantes
et pour tout le travail que vous accomplissez non seulement ici au Sénégal, au niveau régional, mais aussi international. Alors, je voudrais donner la parole au panel et en commençant d'abord par Monsieur Peter Piot. Et je signale que Peter Piot, nous avons une grande chance de vous avoir maintenant, sachant que vous devez partir, et nous le savons, à 14 h. Donc, on va utiliser votre présence au maximum. Vous êtes le conseiller spécial de la présidente de la Commission européenne à présent. Vous êtes vous avez une carrière distinguée, je ne vais peut-être pas tout rappeler, mais vous avez été notamment le directeur exécutif d'ONU-SIDA. Je voudrais vous poser une des premières questions pour tirer les leçons de tout ce qui s'est passé dans la gestion de crise sanitaire par le passé et savoir comment on peut utiliser ces leçons pour l'impact du changement climatique sur la santé. Donc, à ce titre, quand vous étiez directeur exécutif d'ONU-SIDA et fait face à une des plus grandes pandémies mondiales, quelles leçons voyez-vous que nous pouvons appliquer pour le climat? Et je vais me déplacer qu'un micro. Merci beaucoup pour la question. Et en effet, quand j'y pense, le sida, il y a 40 ans que ça a été diagnostiqué pour la première fois, c'était aussi une urgence à l'échelle mondiale, mais qui était sous-estimée et on ne réagissait pas. Et je pense à 5 éléments qui, à mon avis, peuvent être très utiles pour l'action contre le changement climatique et aussi pour l'intégration, je dirais, de la santé et du changement climatique, qui est vraiment, je suis très content par cette session. Tout d'abord, il faut une stratégie. Et une stratégie, ça veut dire qu'est-ce qu'on veut atteindre. Okay, dans le changement climatique, on l'a avec mitigation, avec tout ce qui est adaptation, resilience, mais je ne pense pas qu'on l'a déjà pour la connexion santé et changement climatique. Deuxièmement, il faut des solutions concrètes, comme l'a dit aussi Vanessa Carey. On en a, mais à mon avis, là, il y a encore besoin de pas mal de recherche, d'expérience. Comment est-ce que tout ce qu'on fait dans le domaine de la santé peut contribuer à diminuer l'impact du changement climatique et à l'adaptation, et vice-versa. Troisièmement, c'est le leadership politique. Je ne vais pas, ça c'est très clair, mais ce qui est clair dans le domaine de la santé, et j'avais l'honneur et le plaisir de collaborer avec Madame la ministre d'État à l'époque, on a déplacé le débat disons, du secteur purement santé on l'a élargi. Il faut que ça soit le problème de tout le monde. Et là, je crois que la santé est en fait le visage humain du changement climatique. Et c'est une opportunité des deux côtés. Quatrièmement, c'est l'engagement communautaire. On ne peut pas le faire simplement par des réunions d'experts qui savent ce qui est bon pour les gens. Non, on doit vraiment pas seulement les écouter, mais aussi les impliquer. Et finalement, je dirais, c'est de créer un mouvement. On l'a vu parfois parmi les jeunes, mais ça a de durée limitée. Mais je crois que ça aussi, avec tout ce qui se passe, ce que le professeur Omar Kolsek a mentionné, il y a assez de raisons. Donc ça, je vois là que ça sont quelques derniers. Et on a eu des résultats avec la lutte contre le sida, en commençant par le Sénégal, mais aussi Côte d'Ivoire et dans d'autres pays où ce qui a sauvé des millions de vies. Un grand merci, professeur Piot. Si vous permettez, je voudrais vous poser une petite question additionnelle parce que hier, nous avons été nombreux à voir que vous avez remis le prix spécial du Forum Galien pour la co-découverte du virus Ebola. Et un grand bravo encore, professeur Mouaye. Quel état des lieux vous faites aujourd'hui de la préparation aux pandémies, particulièrement dans le contexte africain? Parce qu'on sait que, en fait, le changement climatique accélère aussi le besoin de préparation aux pandémies, puisque celle-ci risque de se multiplier, d'arriver de plus en plus vite. Oui, tout d'abord, encore mes félicitations à mon grand frère, Gégé,
de la part de Pépé, oui. Mais il y a en fait des mouvements, des tendances un peu contradictoires. Tout d'abord, avec le changement climatique, je crois qu'on entre vraiment dans l'ère des épidémies, des pandémies. Le changement climatique va accélérer, par exemple, la transmission de virus des animaux aux êtres humains. Donc, parce qu'il s'agit de zoonoses, dont l'importance de One Health est l'approche. Et donc, on doit être préparé pour ça. Et même, il ne s'agit pas seulement de virus bien connus, mais aussi le paludisme. Et je salue aussi le prix décerné à mon ami Adrian Hill, que ça va augmenter, la dengue, etc. Donc, tout ça, c'est assez, il est difficile de prévoir, de prédire l'avenir, mais ça va se passer. D'un autre côté, je crois qu'en Afrique, nous sommes bien mieux préparés qu'avant. Il y a maintenant des centres d'excellence dans de nombreux pays qui n'existaient pas même il y a 10 ans. Grâce aux travaux de, par exemple, le professeur Mouyembe et d'autres ici au Sénégal, grâce à l'Institut Pasteur de Dakar, par exemple, et je pourrais en nommer au Burkina aussi, ami Nicolas qui est là. Donc, on est bien mieux préparé, il y a de la surveillance épidémiologique qui s'installe, donc on sera mieux en avant. Mais ce qui manque, à mon avis, c'est qu'il y a la volonté politique d'y aller. Mais je crois que l'épidémie du COVID a ce qu'on appelle en anglais un silver lining, c'est-à-dire un aspect positif pour l'Afrique. Pour la première fois, j'ai vu que en Afrique, grâce à l'action de l'Union africaine, sous la présidence du président Ramaphosa et puis du président Macky Sall, c'est à travers le Center for Disease Control, l'Africa Center for Disease Control, a pris les choses en main. On n'attend plus la charité du Nord il y a des négociations directes avec les entreprises pharmaceutiques, etc., pour les vaccins. Et ça, c'est pour moi un signe très important. Et ça combiné, donc ça c'est plutôt politique, mais combiné à cette expertise qui est réelle. Et ce que je trouve intéressant, c'est que surtout en Afrique de l'Est et australe, cette expertise a été développée surtout grâce au programme de recherche sur le VIH. Et donc là, on voit un peu un effet à plus long terme. Donc c'est mitigé, mais je suis plus optimiste, mais les défis sont énormes. Merci. Un immense merci, professeur Piot, pour ce constat et cette note optimiste qui nous encourage toutefois tous à garder une vigilance absolument critique sur la préparation aux épidémies. Je voudrais inviter Madame Raymonde Goudou-Kofi, ministre-gouverneur du district autonome des Lacs en Côte d'Ivoire et ancienne ministre de la Santé de Côte d'Ivoire aussi, à prendre la parole, cher professeur Piot. Merci encore. Donc, Madame la ministre, vous avez été, comme je viens de le rappeler, ministre de la Santé en Côte d'Ivoire et vous avez été très tôt mobilisée sur ces questions de changement climatique et de santé parce que vous voyez l'impact sur les populations locales. Vous avez vraiment tenu de nombreux discours sur le sujet. En tant que ministre-gouverneur du district autonome des Lacs, est-ce que vous pouvez nous parler de la mise en place de plans locaux d'adaptation? Parce que comme Madame la ministre d'État l'a rappelé, tout commence et tout doit finir au niveau communautaire. Est-ce que vous en avez évidemment l'expérience? Je vous remercie et je voudrais dire que si on faisait tout de suite un rappel en demandant sur chaque table que quelqu'un lève la main pour dire à quel point il a été très tôt sensibilisé sur les questions de changement climatique, je ne sais pas si on va en avoir au moins 10 dans la salle. Effectivement, avec le changement climatique, tous les écosystèmes sont perturbés, tout, et plus particulièrement au niveau donc de la santé.
Effectivement, vous venez de dire, il y a des années, j'ai été interpellée par un jeune président d'ONG qui s'occupait d'environnement. Je pense qu'il y a des Ivoiriens ici qui s'appelaient Yeboué, mais il était réellement casse-pied. Excusez-moi du terme, mais c'était vraiment ça. C'était vraiment le gars, chaque fois qu'il vous voyait à une cérémonie, il venait vous voir, Madame la ministre, vraiment, il va y avoir des catastrophes, je vous assure. Je dis, mais Yeboué, tu es fatigant. Arrête avec ton affaire de changement, tout va bien et tout. Mais aujourd'hui, je lui rends hommage. Je lui rends hommage et moi-même, quand j'ai vu que les choses commençaient à être compliquées, j'ai commencé moi-même à me poser des questions. Pourquoi est-ce que on n'avait plus de climat en Côte d'Ivoire? Pourquoi est-ce que au lieu de commencer donc la saison des pluies, elle commençait plus tôt? Et pourquoi toutes les productions agricoles étaient perturbées? Je viens d'un pays, la Côte d'Ivoire, où le premier président de la République disait que la richesse de ce pays repose sur l'agriculture. Donc, c'est la première chose qui m'a interpellée. Nous avons des sérieux problèmes avec cette perturbation du climat. Alors, votre question, c'est de savoir s'il y a un plan qui est prévu. Je ne suis pas malheureusement au cœur même de la décision au niveau donc de la rédaction des plans, mais ce que je peux vous dire, c'est que ce changement climatique, d'abord, il faut une prise de conscience. Et en tant que ministre-gouverneur d'un district de plus de 1 50 000 habitants, je suis interpellée par la question du changement climatique. D'abord, je pense que la prise de conscience, elle doit être d'abord individuelle. C'est la raison pour laquelle j'ai parlé de cette anecdote avec ce jeune président d'ONG qui très tôt s'est inquiété et s'est posé la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe avec le fait qu'on n'ait plus de climat, plus de tout change, on ne peut plus se fier aux changements qui se passent au niveau agricole d'abord. Alors, la prise de conscience, elle est donc individuelle. Ensuite, la prise de conscience, elle doit être communautaire, comme l'a rappelé tout à l'heure le professeur Awa Kolsek et vous-même. La prise de conscience est communautaire parce qu'on sent bien dans la communauté que ce changement climatique impacte sur la communauté. Au niveau agricole, par exemple, nous avons des femmes qui sont organisées en coopérative. Et aujourd'hui, je peux vous dire que le fait que la production change et que la production est affectée par la sécheresse, que la production est affectée par les inondations, cela impacte totalement sur la communauté. Ces femmes, elles produisent pour faire vivre leur famille d'abord. Donc, s'il n'y a pas à manger et que tout est perturbé, elles ont du mal à s'organiser. Ensuite, ces femmes qui sont organisées en coopérative, elles produisent la plupart du temps pour les cantines scolaires. Donc, voilà un autre impact également. Donc, les enfants qui mangent dans les cantines scolaires n'arrivent plus à avoir une production normale et une production de qualité, puisque la plupart du temps, tous les vivriers les plantations sont inondées, mais en même temps que les plantations sont inondées, il y a un impact sur la prolifération des insectes, donc des vecteurs. Et cela joue également sur la santé, aussi bien de ces femmes que de leurs familles. Donc, c'est pour ça que je dis, et je passe sur d'autres aspects, puisque de toute façon, Peter Pio l'a relevé, la représentante tout à l'heure en a parlé, vous-même vous en avez parlé, Awa également en a parlé. Donc, il y a cet impact au niveau de la communauté et cette interpellation au niveau de la communauté. Et ensuite, il y a l'interpellation au niveau des gouvernants. C'est là, bien entendu, où les gouvernants ont de plus en plus pris conscience qu'au niveau mondial, lorsqu'ils se retrouvent dans des plateformes au niveau mondial, ils sont obligés, bien entendu, de demander à leurs différents ministres de l'Environnement, n'est-ce pas, de mettre en place un plan qui va être déroulé au niveau donc de la nation. Mais nous, en tant que responsables locaux, voilà, nous avons également le devoir de faire en sorte que les plans locaux qui sont adaptés à notre mode de vie puissent également être élaborés. Donc, nous avons en début d'année lancé donc, la rédaction d'un schéma directeur. Et à l'intérieur de ce schéma directeur, bien entendu, nous avons pris en compte toutes les questions de changement climatique. Mais je me félicite
de la présence que je viens de rencontrer ce monsieur, je crois que c'est Marius, c'est ça? Voilà, je me félicite que vous ayez, au niveau de la Fondation S, pris en compte, n'est-ce pas, l'importance d'avoir au niveau donc de nos différentes communautés des représentants qui, d'après ce qu'il m'a dit tout à l'heure, s'appuient sur les districts sanitaires. Donc, je me sens directement interpellée et je lui disais tout à l'heure que j'espère que mon district se trouve dans les 40 localités qui vont bénéficier de l'appui de la Fondation S. Donc, je voudrais vraiment vous remercier et vous dire que vous pouvez compter sur nous pour que justement, dès que nous arrivons, que cet expert rentre en contact avec nous et que nous voyons ce qu'on peut faire pour l'aider, mais surtout ce qu'on peut faire pour que le plan que nous-mêmes nous sommes en train d'élaborer au niveau donc du schéma directeur puisse avoir des éléments et surtout enrichir ce plan à partir des données qu'il va pouvoir recueillir sur place et qui vont nous permettre de faire un plan encore plus enrichi, mieux élaboré. Je vous remercie. Merci infiniment, Madame la Ministre. Merci. Comme vous venez de le rappeler, c'est effectivement clé de construire un écosystème qui se nourrit des bonnes pratiques des uns et des autres. Donc, cette organisation en Côte d'Ivoire est aussi portée par un réseau avec tous les autres pays d'Afrique francophone. Et bien entendu, votre district bénéficiera aussi de ces avancées, j'en suis certaine. Gilles Yabi, Gilles Yabi, vous êtes le PDG d'un laboratoire d'idées, en bon français un think tank, qui s'appelle WATI. Et WATI, ça veut dire West Africa Citizen Think Tank. Vous allez nous en parler plus. Vous intervenez très régulièrement dans les médias et vous avez une prise de parole informée vraiment par de la recherche et une réflexion profonde. Je voudrais aujourd'hui porter la réflexion sur un contexte géographique particulier qui est celui du Sahel, qui est dans un contexte de polycrise, et vraiment vous écouter sur l'impact du changement climatique comme facteur aggravant, hélas, de la situation au Sahel, comprendre les liens entre changement climatique et sécurité, puisque c'est ce que de nombreux acteurs locaux vivent également, et qu'il nous est important, quand nous travaillons pour la santé publique, de comprendre ces enjeux sécuritaires afin de mieux répondre aux besoins des populations. Gilles Waty, la parole est à vous. Merci beaucoup. Oui, Yabi Inowati. Merci beaucoup. Je ne saurais commencer sans remercier tous les organisateurs et les partenaires du Forum Gallieni, du Forum Gallienne. C'est un immense plaisir d'être ici et c'est aussi un privilège d'être aussi bien entouré par des femmes et des hommes de très grande expérience qui ont apporté énormément aux communautés africaines et aux citoyens d'Afrique et du monde, hein, parce qu'on a ici des découvreurs également de virus et des sommités de la recherche scientifique. Donc, c'est un immense privilège d'être associé à cette rencontre. Je dois dire que j'ai d'abord été un peu surpris lorsque j'ai reçu l'invitation de Daouda Diouf, puisque j'avais vu le thème du forum de cette année sur les maladies non transmissibles, et je me suis dit que, vu mon degré de connaissance à peu près inexistant sur le sujet des maladies non transmissibles, je ne voyais pas très bien ce que je pouvais apporter, mais il m'a expliqué très rapidement justement l'idée de faire la connexion entre les différentes crises et entre les différentes questions. Et évidemment, je me suis très vite laissé convaincre. Et au fond, ces derniers jours, j'aurais écouté un des dialogues de WATI que nous avions organisé l'année dernière. Ça fait partie vraiment de l'activité du think tank citoyen que j'anime, créer le débat public sur toutes les questions qui nous semblent être essentielles pour le présent et l'avenir de cette partie du monde, de notre partie du monde. Et donc, on avait ce dialogue, donc une discussion avec le professeur Youba Sokona, vice-président du GIEC et d'origine malienne. Évidemment, on est parti de la question des effets concrets des changements climatiques dans la région du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Mais très vite, en fait, en 2 heures de conversation, on a parlé d'à peu près tous les sujets, je pense, qu'on pouvait aujourd'hui mettre sur la table. Celle de la sécurité, bien sûr, celle de l'économie. On a parlé de cuisson, hein, puisqu'il ne faut pas oublier que les modes de vie au quotidien des familles dans la région sont évidemment très connectés aussi à la question de l'environnement et à la question du climat. On a même parlé de la valorisation, ou plutôt de l'absence de valorisation de certains produits forestiers, au fond, que les nouvelles générations ne connaissaient même pas.
Et on a fait le lien beaucoup entre l'adaptation, justement, et les opportunités économiques. Et en tout cas, l'impératif de ne pas parler d'adaptation dans le contexte africain sans connecter cela à l'amélioration des conditions de vie des populations. Et au fond, le seul moyen de prendre conscience de l'impact du changement climatique, c'est précisément de montrer en quoi, au fond, cela constitue aussi, d'une certaine manière, une opportunité pour changer les modes de vie, pour avoir de la production locale, y compris, par exemple, justement, des outils de cuisson qui vont permettre d'éviter de continuer à couper le bois, à détruire nos forêts et qui vont permettre en même temps de créer de nouvelles activités économiques. Donc, lorsqu'on parle du changement climatique, et en écoutant Madame la ministre tout à l'heure et tous les autres intervenants, c'est évident qu'on ouvre sur quasiment toutes les autres questions. Vous m'avez parlé en particulier de la connexion entre changement climatique et sécurité. Je crois que le concept de polycrise est très bien trouvé et je suis un peu désolé de ne pas être très positif aujourd'hui sur l'état de la région ouest africaine, Sahel compris, mais lorsqu'on regarde de manière très froide la situation sur le plan sécuritaire, elle est extrêmement difficile. On est à plus de 12 ans en réalité de crise si on commence par la crise au Mali. Et 12 ans plus tard, on voit bien qu'on est dans une situation qui correspondait peut-être au scénario du pire qu'on aurait pu imaginer il y a 12 ans, avec des pays voisins profondément déstabilisés. Je reconnais ici le ministre de la Santé du Burkina Faso. Et on voit bien que les progrès qui ont été faits, y compris dans le domaine de la santé au Burkina Faso, mais dans tous les autres domaines, peuvent être remis en cause de manière très rapide lorsqu'on a une crise politique majeure ou des crises sécuritaires majeures. Et donc, lorsqu'on se projette aussi dans les 10 prochaines années, très honnêtement, aujourd'hui, il est extrêmement difficile d'être très optimiste. Mais évidemment, cela ne doit pas nous conduire à la résignation. Au contraire, c'est parce que ça va être très difficile de sortir de ce cycle d'instabilité et d'insécurité qu'il nous faut rester absolument mobilisés sur tous les fronts. Et de manière spécifique, lorsqu'on fait de l'analyse de conflits, j'aime souvent identifier 3 catégories d'éléments. Les acteurs, leurs intérêts, on ne peut faire que des hypothèses sur leurs intérêts, on entend le discours, mais on ne connaît pas les intérêts. Les moyens dont ils peuvent disposer, notamment des moyens de violence. Et le troisième élément, c'est le contexte. Le contexte, c'est le contexte politique, c'est le contexte économique, c'est le contexte social, c'est le contexte environnemental. Et c'est dans le contexte qu'on va retrouver l'effet du changement climatique. Lorsque vous avez à la fois des régions avec une forte croissance démographique et vous avez une mise en danger des ressources qui se raréfient, évidemment, vous allez avoir de la tension entre les communautés. Et lorsque vous avez de la tension entre les communautés, vous avez là une porte d'entrée pour tous les groupes armés qui vont avoir un discours qui va épouser très précisément la montée des frustrations au niveau local et qui vont se servir des conflits existants autour des ressources, finalement, pour justement les alimenter et monter notamment ces populations parfois contre les États. Et donc, le lien, il est très clair, hein, il passe par les ressources, il passe par l'économie, mais il passe aussi à nouveau par la destruction du lien social. Comment est-ce qu'on peut contribuer à la stabilisation en fait, de ces pays en travaillant sur le changement climatique et son impact sur la santé? Parce que vous avez parlé de cuisson, donc ces techniques et ces modes de vie que vous nous invitez à changer en adressant le changement climatique. Est-ce que vous pouvez en parler un peu plus? Est-ce que c'est en travaillant cette connexion changement climatique-santé qu'on peut accroître un peu la sécurité des populations, vous pensez? Oui, mais je crois, et c'est vraiment la logique aussi de ce qu'on essaie de faire à Wati, je crois qu'il nous faut discuter simultanément de toutes les questions. Je crois qu'on ne peut pas simplement, évidemment, parler du lien santé-changement climatique, on doit parler aussi de l'éducation, par exemple, et de la recherche. La menace aujourd'hui qui est fondamentale, à mon avis, sur l'avenir de la région, c'est celle de l'éducation. Parce que lorsque je parle de 12 ans de crise, c'est aussi des sacrifices de millions d'enfants qui n'auront pas reçu un minimum de savoir, de savoir-faire, de savoir-être pendant ces années-là, sachant qu'avant même les crises sécuritaires, on avait déjà quand même de grands doutes à la fois sur l'accès à l'école, mais aussi sur la qualité des apprentissages dans beaucoup de pays du Sahel et au-delà. Donc aujourd'hui, je crois qu'on ne peut pas, à nouveau, on n'a pas le luxe d'isoler les questions. On doit intégrer les citoyens dans toutes les discussions pour faire justement le lien entre la sécurité et la gouvernance politique, les questions de sécurité. Et parlant de gouvernance politique, je crois que le risque parfois, lorsqu'on parle du changement climatique, c'est qu'on veuille un peu, disons, qu'on
qu'on considère que tout vient du changement climatique et que ça peut permettre aussi une forme de déresponsabilisation par rapport aux questions politiques, aux questions de gouvernance qui sont quand même au cœur aussi de la situation aujourd'hui extrêmement difficile dans la région. Je vais peut-être juste terminer sur un point qui me semble être important, c'est de réfléchir aux institutions. Je crois qu'on a énormément de menaces, les menaces sanitaires, les menaces environnementales, il y en aura d'autres tout le temps. Mais je crois que ce qui fait la différence entre les sociétés, c'est leur capacité à créer des institutions qui mobilisent au mieux l'intelligence collective. On ne peut pas se priver de ressources intellectuelles, on ne peut pas se priver de scientifiques, on ne peut pas se priver d'acteurs économiques, d'entrepreneurs innovants lorsqu'on on doit répondre à une crise majeure. Mais je crois qu'on doit avoir des institutions qui sont pensées dès le départ pour s'assurer que les dirigeants, les gouvernants écoutent les chercheurs, écoutent la société civile et qu'on soit toujours dans une position à nouveau de la mobilisation optimale de l'intelligence collective de nos sociétés. Merci infiniment, Dr Gilles Yabi, le PDG du think tank Wati. Je pense que c'est une transition parfaite pour parler à présent du forum Une seule santé que Benoît Miribel anime. Il est le secrétaire général de ce forum en anglais One Sustainable Health for All. Benoît, vous êtes aujourd'hui secrétaire général de ce forum et de la fondation. Le docteur Yabi vient de parler d'intelligence collective. C'est précisément ce qui vous a amené à créer ce forum Une seule santé. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce que vous avez fait, la façon dont vous cassez les silos aussi, et quelles sont les recommandations qui sont sorties du forum de Lyon que la ministre d'État a mentionné, qui s'est tenue cet été. Merci. Merci. Alors, très heureux de cette invitation, Madame la ministre, présidente du Forum Gallien. C'est par votre invitation que je suis là aujourd'hui et que je baigne dans ces sujets. Merci aussi à la Fondation S qui a pris ce nouveau virage vers la santé, le climat, l'environnement de façon remarquée, je dirais. Et tout ça est absolument nécessaire. Alors, deux exemples qui m'avaient frappé. Il y a 20 ans, j'étais directeur général d'Action contre la faim. On voyait à travers le Sahel, effectivement, les premiers effets du dérèglement climatique. Succession de périodes d'inondation ou de sécheresse qui fait que sur 2-3 ans, des familles sont obligées de bouger, obligées de vendre le cheptel, et 20 ans déjà, 20 ans. Et où allaient ces gens? Ils allaient vers les grandes villes, avec un métabolisme qui n'était pas prédestiné à se nourrir et à boire des sodas. Vous voyez ce que je fais des raccourcis, hein. Et donc, on a quand même une influence sur le diabète, sur des maladies cardiovasculaires. C'est des phénomènes qui ne sont pas d'aujourd'hui, mais qui ont commencé. Il y a 10 ans, je suis directeur de la Fondation Mérieux, et effectivement, on voit que les moustiques, ils arrivent en France. Chikungunya, on nous met des affiches dans le Rhône, attention, le moustique tigre est là. Et puis, j'apprends, moi qui ne suis pas scientifique, qu'il y a des résistances tuberculose. Alors que M. Mérieux me disait qu'on avait fermé les sénatoriums et que c'était fini la tuberculose. Non. Donc, tout évolue, tout bouge. Et puis, il y a 3 ans, très récemment, autre exemple, on est tous confrontés, plus ou moins, mais on est quand même tous confrontés à l'impact de ce Covid-19. Et Peter Piot, grand spécialiste, je salue aussi le professeur Jean-Jacques Mouyambé, qui a vu toutes ces crises Ebola répétées. Vous savez qu'on est à l'abri de rien. On est à l'abri de rien par définition. Alors, dans ce confinement, effectivement, plusieurs spécialistes, des scientifiques, des membres de fondations, d'ONG, se sont parlé parce que d'abord, on était coincés à domicile, donc on avait le temps d'échanger, et on s'est dit, il nous faut un espace de discussion pour casser un peu nos silos, parce que les vies sont courtes, on est professionnel dans les domaines, mais on apprend des autres, l'intelligence collective, on apprend des autres. Et puis, on est quand même organisé sur des modes. On va regarder la France. La France, il y a un ministère de la Santé, il y a un ministère de l'Agriculture qui gère les vétérinaires. Enfin, il y a des silos dans les propres administrations de pays, de départements. Et nous avons une co-responsabilité, acteurs professionnels privés et publics. Et là, nous avons deux personnes très engagées et avec qui je suis en bonne compagnie, qui montre que c'est ensemble, chacun dans sa responsabilité complémentaire, que nous pouvons surmonter ces difficultés. Moi, je reste optimiste de nature. Bien sûr, ça veut dire qu'on est inconscient, hein, mais il y a un mot qu'on n'a pas encore prononcé dans ce symposium, même qui paraît très important,
c'est le mot solidarité. Bien sûr, tant qu'on s'en sort, qu'on a de l'économie, qu'on peut acheter, etc., très bien. Mais il y a des personnes qui ne peuvent pas socialement. Les mots solidarité sont mondiaux, doivent être préservés. C'est dans beaucoup de communautés, ça commence par les familles, par les communautés, et ça, c'est une valeur qu'il faut défendre. Parce que certains ont plus de moyens selon la vie, mais c'est simple à dire, mais ça part de là. Ensuite, c'est aussi les alliances. Ça amène des alliances. Je crois qu'on découvre à travers ce forum One Sustainable Health. Il fallait qu'on croise le concept One Health, très ancien, avec le Sustainable plus récent, les ODD en fait. Voilà, parce que les ODD, c'est un cadre. C'est ça l'exercice que se sont donnés tous les experts et les organisations. Il y en a à peu près une centaine aujourd'hui qui se sont engagés gracieusement. Il n'y a pas d'argent. Tout ça, c'est sur la libre volonté, mais on l'a organisé avec 6 groupes de travail. On a eu un espace à Lyon. Et on voit que, comme l'a dit Peter Piot, il faut des stratégies. Et quand on a des stratégies, parce qu'on a une stratégie européenne sur le Green Deal, mais on n'en a pas sur une seule santé, sur cet aspect-là. Bon, alors, est-ce que c'est séparé ou est-ce qu'il faut faire bouger le Green Deal? Comment est-ce que tout ça évolue? Et donc, quand on a après une stratégie, c'est quels moyens et comment est-elle mise en œuvre? Et là, il faut effectivement les communautés, toutes les personnes qui sont les acteurs concernés, avec, je dirais, un mot qui est important, parce qu'on se l'est dit avec Michel Sidibé dans l'ascenseur hier, il m'a rappelé, dans tout le développement de ce qui a permis aussi le succès, quelque part, du combat contre le HIV, c'est l'approche communautaire. Et c'est le respect de la dignité, de la diversité des personnes, des contextes. C'est des points clés aujourd'hui, nous savons, pour la suite. Alors, donc, ce forum va, à mon sens, prendre une autre dimension, puisque je crois savoir, Madame la Ministre, que vous seriez prête à lui donner une autre dimension à travers ici un ancrage, un développement aussi sur le continent africain à travers vous. Le fait que vous ayez, pas seulement à Lyon, mais il y a déjà plus d'1 an, trouvé une résonance, a permis que nous ayons au mois de juin, avant le Forum de Lyon, et c'était très important, ça a fait bouger le Bangladesh, ça a fait bouger le Liban et le Brésil, avec vous le Sénégal. Et on vous a entendu nous dire votre vision. Aujourd'hui, il faut changer aussi, c'est un point très important, la posture collaborative. Je ne sais pas trouver les mots pour dire on doit travailler différemment. Mais un peu, c'est ça aussi. Runa Khan, que vous avez vu, qui est au Bangladesh, qui a une ONG, elle base tout son travail sur la dignité des personnes. Ça commence par les personnalités. Merci beaucoup, Benoît Méridel. Au vu de l'heure et sachant que nous sommes entre vous et le déjeuner tant attendu, je vais peut-être juste vous demander de chacun de conclure avec un mot qui vous tient à cœur. Benoît, vous avez commencé avec ce mot de solidarité et rappelé la dignité. Madame la ministre, Madame Kofi, est-ce que vous souhaiteriez nous laisser avec un mot pour la salle? Allez-y d'abord. Moi, elle vient de le dire. Donc Mais comme ça, vous aviez le temps de réfléchir à un autre mot, Benoît. Alors, me concernant, je pense que nous avons tous un devoir afin de préserver la sécurité alimentaire. Je pense qu'on a un grand rôle à jouer par rapport donc à ce changement climatique. Comment faire, chacun à notre niveau, pour que chacun puisse continuer de manger à sa faim ou alors améliorer la sécurité alimentaire dans notre pays. Je pense que ça, c'est très important. Merci. Sylvie? Merci beaucoup. Peut-être deux mots, les savoirs et l'intérêt général. Je pense que on a besoin de construire des sociétés qui stimulent l'intérêt pour les savoirs dans tous les domaines, pour comprendre justement tous les liens et de considérer que cela ne se fait pas seulement à l'intérieur des systèmes éducatifs formels, mais qu'on doit réellement redonner aujourd'hui le sens de la connaissance, de l'intérêt pour les connaissances et de l'intérêt pour le débat public sur toutes les questions qui engagent notre avenir. Merci infiniment. Et Benoît, peut-être un dernier mot. Alors, le dernier mot, ça serait ensemble pour la santé et l'éducation, indispensable à tout développement individuel et collectif. Quel programme. Magnifique. Un grand merci à notre cher panéliste. Je voudrais à présent appeler professeur Cheikh Mbo, qui est le président directeur général du Centre de suivi écologique de Dakar
qui va nous donner de sa perspective, vraiment informée par son expérience, les conclusions clés pour que chacun, nous puissions repartir peut-être avec plus qu'un mot, même si nos panélistes nous ont invités à mettre le savoir en action aujourd'hui. Un grand merci à tous. Merci. Merci beaucoup. Merci infiniment. Je vais répondre à cette invitation d'aller un peu très vite sur les grandes conclusions qui ont été tirées par ce panel extrêmement riche. J'ai essayé, en suivant les instructions de l'organisation, d'ouvrir des tiroirs, des boîtes, parce que c'était une diversité éclectique d'idées, brillantes, très difficile de les concilier. Mais il me semble important de pouvoir créer quelques paliers de réflexion ou d'action qui vont nous mener aux prochaines rencontres avec de la pratique qui permet de répondre à ces grandes questions. Le premier palier, chers collègues, c'est l'importance des déterminants climatiques qui ont une importance pour la santé. Les questions de santé ne peuvent pas ignorer et se déconnecter de ces questions climatiques qui sont devenues de plus en plus prégnantes et qui sont devenues de plus en plus présents sur les questions de santé que nous avons. Et c'est du vécu. Inondation égale paludisme, égale choléra, égale traumatisme, entre autres. Les causes environnementales de la santé, de façon plus large, exercent une pression sur la demande en réponse climatique, mais aussi une demande sur les réponses de santé que nous avons au quotidien. Et tout change. L'accélération des événements extrêmes, l'accélération des profils climatiques, des saisons des pluies qui ne sont plus les mêmes, comme l'a dit Madame le ministre de la Côte d'Ivoire, la production agricole a de façon indirecte entraîne des questions de santé, des questions sanitaires. Tout cela sont liés aux questions du climat. Donc, les déterminants climatiques, les variables essentielles du climat sont à considérer de plus en plus, à la fois pour ceux qui sont spécialistes du climat comme nous autres, mais aussi les spécialistes sur les questions de santé. Le deuxième palier, c'est cette accélération. Une chose est de constater le climat, mais l'autre chose, c'est de savoir que ce climat-là est en train de s'emballer. Les événements extrêmes vont devenir plus nombreux et d'une amplitude beaucoup plus importante. Et cette grande accélération climatique affecte les communautés les plus vulnérables et ces communautés se trouvent pour l'essentiel dans les pays en développement, notamment l'Afrique. Le troisième palier, c'est l'importance des mesures, les réponses climatiques pour pouvoir gérer ces questions de santé. L'atténuation est un fait. Madame le ministre d'État a dit que le climat de l'Afrique ne contribuait pas à grand-chose par rapport aux émissions de gaz à effet de serre, mais c'est nous qui subissons l'essentiel de ces impacts. Et le fait de répondre aux émissions de gaz à effet de serre est une responsabilité qui est commune, mais cette responsabilité est largement dominée par ceux qui sont en train de polluer le plus le climat. Et Mme Kerry l'a dit, il faudrait vraiment, dans les négociations climatiques, le visage humain du climat qu'est la santé, quelqu'un l'a évoqué, que ce visage humain puisse être mis en relation avec la responsabilité intrinsèque des grands pollueurs qui émettent des gaz à effet de serre, grandeur nature. Et donc, la COP 28 est un rendez-vous qu'il ne faut pas manquer. Nos collègues de l'OMS sont là pour pouvoir en parler. Donc, la priorisation de ces questions climatiques en relation avec la santé doit faire l'objet des discussions et des négociations qu'on doit avoir au niveau de ces rencontres climatiques. Le quatrième palier, c'est, j'essaie de le caractériser en termes de système sanitaire climato-sensible ou climato-intelligent. Ça ne suffit plus de faire la santé comme on le faisait parce qu'il y a une nouvelle donne, c'est le climat. Et si on intègre cette nouvelle donne dans les questions sanitaires, la réponse doit accompagner un paradigme nouveau. Comme on le dit, climato-intelligent en agriculture, climato-intelligent en urbain. Il faut du climato-intelligent en matière sanitaire. Et ça embrasse un ensemble de concepts que les panélistes ont évoqués, les questions de santé familiale, les questions de One Health, le visage humain du changement climatique, l'Afrique comme berceau des réponses pour le bien-être humain à travers ces forêts, etc. Et le contexte politique qui a beaucoup évolué, notamment après la COVID, avec une conciliation des volontés pour les réponses des crises de santé à travers le CDC et l'Union africaine notamment. Donc, les systèmes de santé
climato-sensibles ou climato-intelligents permet de créer un peu cette fusion de volonté entre les spécialistes du climat et les spécialistes en matière de santé. Le cinquième, c'est le cadre financier et le coût politique. L'intégration des deux thématiques nécessite une stratégie intégrée, mais qui n'existe pas encore. Moi, je me sens comme un intrus dans ce monde de spécialistes en santé, parce que je suis un écologiste haïssable, comme on le dit, redoutable sur ces questions-là. Nous restons dans notre coin, on ne parle pas de ces questions humaines très importantes. Je pense que ceci est valable pour les spécialistes en question, sur les questions de santé. Et le fait de créer cette convergence fusionnelle entre cette expertise diversifiée, ça permet d'asseoir un nouveau leadership politique qui doit clarifier un peu cette interrelation entre la santé et le climat. Et là-dessus, la déclinaison de ces politiques globales au niveau du GIEC, au niveau national, ne vont pas suffire. Il faut descendre au niveau local. La ministre d'État l'a dit, Peter Piot l'a dit, les plans locaux de changement climatique doivent désormais intégrer les questions de santé. Les crises, les crises se multiplient. Les conflits se multiplient, comme l'a dit le think tank. Et ces conflits constituent aussi un accélérateur d'impacts sociaux, un accélérateur des questions de santé. Il faudrait vraiment qu'on fasse en sorte que les relations entre les ressources naturelles et la santé et le climat soient une triptyque au cœur de la nouvelle stratégie qui doit être mise en place. Et par conséquent, il faudrait partir du constat que Benoît a dit tout à l'heure, le constat que les concepts ont évolué, le constat que les paradigmes ont changé, le constat que de nouvelles approches sont nées, le constat qui consiste à dire, en particulier, il faut renforcer l'effort de briser ces cloisons, donc créer une interdisciplinarité, une transdisciplinarité, créer une nouvelle posture collaborative. Tous ces constats-là nous donnent les coups de franche pour pouvoir embrasser cette nouvelle sphère de réponses qui constituent des réponses intégrées, mais pas des réponses qui sont séparées les unes des autres. Et donc, il y a une triptyque qui sort de cette réflexion à travers les panélistes, la notion de solidarité, d'alliance et de volontarisme. Et solidarité, parce que personne ne peut faire tout seul toutes ces questions-là, d'alliance, parce qu'il nous faut joindre nos efforts, et la notion de volontarisme pour que chacun sente que le problème est son propre problème à lui. J'ai terminé à noter l'intervention, l'importance de compléter l'intervention top-down, donc cette approche ascendante, verticale, qui est nécessaire, mais qui n'est pas suffisante, pour embrasser de plus en plus l'implication des communautés. Mais qui dit communauté dit diversité. Et là, j'étais un peu partagé entre cette approche communautaire qui semblait être un bloc et d'autres qui semblaient dire il y a quand même une diversité, il y a des aspirations qui sont différentes, il y a des cultures qui sont différentes. Et comment concilier un peu cette volonté de faire un mouvement communautaire avec cette diversité culturelle, environnementale, etc., pour apporter des réponses structurées par rapport à ces questions de santé. La bonne nouvelle, c'est que l'Afrique a beaucoup de solutions. Si vous prenez les plantes africaines, les écosystèmes, les ressources énergétiques que nous avons, les ressources en eau, etc., le contexte politique qui est évolutif avec les innovations qui sont mises en place, l'Afrique est porteuse de solutions avant-gardistes par rapport à ces grandes questions. Donc, il faut une intelligence collective, je vous emprunte les mots, un intérêt général qui doit se fonder sur la diversité des savoirs pour répondre à ces défis majeurs. Voilà, mesdames et messieurs, les quelques points que j'ai relevés. C'était, on la va vite, mais c'est à vous d'apprécier. Merci. Thank you. The questions or a suggestion that I have for the members over here is if we can visualize some of this data to understand which are the risk areas, which are the high risk areas potentially affected by climate. And the work that we're doing with WHO GIS, the Geospatial Information Solution Mapping, does this kind of work, and working with the environment experts as well, they can predict where there's a likely climatic event going to happen and how we can map the high-risk communities, the high-risk
health facilities, and make sure that we are prepared to respond to a crisis like this. So some of those suggestions are already in the report, which is excellent. And there's an infographic that's extremely useful for those who just want to read one page. Thank you very much. Okay. Le professeur voulait aussi prendre la parole. Professeur. Bon, en fait, je n'ai pas de questions, hein, mais je voudrais simplement apporter une preuve de l'effet délétère du changement climatique. J'ai deux maladies importantes en RDC, la République démocratique du Congo, c'est Ebola. Ebola, la première épidémie, c'est en 1976. Et la deuxième épidémie, c'est 19 ans plus tard, en 1995. Donc, 19 ans de distance. Et depuis 1995, les épidémies sont de plus en plus fréquentes. Donc, de 1995 à 2018, nous totalisons maintenant 15 épidémies. Alors, parmi les premières, pendant les premières épidémies, le nombre de cas était moins de 300. Tandis qu'après, le nombre de cas dépasse les 3000, avec une très forte mortalité. Alors, la deuxième maladie, c'est le Mpox. Les premiers cas de Mpox, donc le monkeypox, les premiers cas de Mpox avaient émergé, avaient été détectés en 1970, 1970, comme on dit chez nous en RDC. Et entre 1970 et 1996, il n'y avait que 3 zones de santé sur 500 qui étaient affectées. Aujourd'hui, en 2018, il y a plus de 500 zones de santé qui sont affectées. Vous voyez donc l'expansion de ces deux maladies à cause certainement du changement climatique, parce que la population fait de plus en plus appel à des protéines animales et donc à consommer la viande de brousse, à aller faire la chasse dans la forêt. Et également, à cause de la pauvreté, la population fréquente de plus en plus les forêts et entre en contact avec les animaux sauvages. Donc, changement climatique et One Health, ça fait vraiment un binôme dangereux pour notre population africaine. Ce n'est pas une question, mais simplement, je veux ajouter cette information. Merci. Merci, professeur. On n'osait pas vous demander de continuer, mais on avait tous envie de continuer à vous écouter encore. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent apporter une contribution ou poser une question? Merci. Moi, c'est juste une question dont je voulais poser. Le changement climatique, je m'appelle Elhaji Baïtissam, je suis le président du réseau des acteurs communautaires. Le changement climatique en lien avec la vaccination, quelles sont les problématiques en fait en lien avec la vaccination? On a fini de manger, ça inspire. OK, merci. Ce n'est pas une question, c'est juste une interpellation, une contribution. Je m'appelle Bamba Youssouf,
Je suis un journaliste ivoirien, mais je suis ici au compte du réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement. Donc, 2 thématiques qui nous concernent ce matin. Je voulais juste rappeler aux uns aux autres que souvent nous avons de bonnes idées, on a de bonnes pensées, mais pour amener ces idées, ces pensées vers les populations, on a quand même besoin d'une partie on va dire, d'un outil qu'on appelle les médias. On a les médias modernes, mais on a aussi les médias traditionnels, télévision, radio, presse écrite et presse en ligne. Depuis que nous discutons le mardi, quand j'écoute les uns et les autres, je vois que la majorité des problèmes que nous avons, c'est des problèmes vraiment de communication. Parce que si tu as une bonne décision, que la personne qui doit pouvoir consommer cette décision n'est pas au courant, je ne sais pas comment on fait le travail. Donc, je voulais juste interpeller l'ensemble des acteurs ici. Qu'en faisant ce travail, il ne faut pas oublier ceux qui vont apporter l'information vers les populations. C'était juste ça ma question ou ma préoccupation. Merci. Merci beaucoup, Youssouf Bamba, pour votre contribution. Nous avons aussi d'autres acteurs qui travaillent sur la problématique du climat et de la santé au niveau communautaire. Nous avons aussi des leaders d'ONG qui travaillent sur ces questions-là. N'hésitez pas à prendre la parole pour apporter des témoignages, dire ce que vous êtes en train de faire ou répondre à des interpellations. Il y a notamment une question ici qui dit, est-ce que la cartographie et la visualisation des zones de vulnérabilité, des niveaux de vulnérabilité, des degrés d'exposition des populations aux risques liés au climat pourrait être quelque chose d'important pour vous et pour votre travail? Ça, c'est un élément sur lequel je vais donner la parole au professeur Cheikh Mbow. Il y a une question qui a été posée aussi sur la question sur le lien entre la vaccination et le climat. On a des médecins ici, on a Dr Socéphale qui est le directeur global du programme programme sur les maladies tropicales négligées à l'OMS. Et on a d'autres collègues aussi de l'OMS et médecins qui peuvent répondre à cette question. Et le reste, ce sont des contributions qui ont été apportées notamment par professeurs sur Ebola et sur le monkeypox. OK? Cha, il y avait une question. Ouais. Thank you. I will try to give some hands on the question you just mentioned about using GIS and remote sensing and all those geoinformatics tools to set the preparedness tone for where the likely outbursts of diseases will be. I think you're totally right. And with many examples on the hand, we have been developing tools and indicators that can be specialized. For instance, when it comes to flooding, what you need is the digital terrain model to see the topography and places where houses are located that are likely catching water during the rainy season. At the same time, you can superimpose on those issues the demographic concentration of people and the offer of health services around, a combination of parameters that will give you the magnitude of the crisis if a health problem comes in. And I think you're right, it helps target the intervention. It's helped set up the planning process through contingency plan. At the same time, it helps optimize the human resources and the financial resources for intervention. So I think this needs to be a deeper dive into what we mean in terms of, the upstream requirement for action. And GIS and remote sensing obviously can play a big role. I totally agree with you. Thank you. Merci beaucoup. Je n'ai pas prévu d'intervenir, mais Daouda m'a interpellé. Mais je vais commencer sur cette dernière question déjà. Je pense qu'en matière de santé, de prévention et de réponse aux problèmes de santé, l'approche evidence-based est extrêmement importante. C'est pourquoi la cartographie du risque et la cartographie de la vulnérabilité doivent être le point de départ
Donc, pour apporter une réponse aussi bien en termes de preparedness, de prévention que de containment de tous ces problèmes. Je pense que c'est important. Je montrais tout à l'heure à Cher le travail qu'on avait fait sur le paludisme pour démontrer le changement donc, du risque et de l'endémicité du paludisme en Afrique pour adapter les méthodes de lutte. Et ça, c'est extrêmement important dans le domaine aussi du changement climatique. Donc, on fait la même chose avec mes équipes pour ce qui est de la préparation et de la réponse aux épidémies. Nous avons travaillé sur la cartographie des niches écologiques des différentes épidémies, y compris Ebola, Marburg, dont le professeur Mouyembe parlait tout à l'heure. Donc, il est extrêmement important de ne pas faire la santé publique sans cartographie et avec des méthodes très avancées. Maintenant, la question sur changement climatique et vaccin, je ne sais pas si tout le monde a compris la question, mais je vais essayer d'y répondre. Ce qui est sûr, c'est que le changement climatique va entraîne déjà l'extension de certaines maladies qui doivent être contrôlées par la vaccination. Si je commence par la fièvre jaune, qui est une maladie à transmission vectorielle, nous avons beaucoup de pays qui ont des épidémies de fièvre jaune, en Afrique, en Amérique du Sud. Et cela veut dire que le besoin en vaccin contre la fièvre jaune augmente. Et en 2016, il y a eu pratiquement une rupture de stock au niveau mondial des vaccins contre la fièvre jaune. Quand on regarde aujourd'hui la dengue, c'est partout en Europe et partout. Il y a beaucoup de travail de recherche pour avoir un vaccin contre la dengue. Donc, ça veut dire que forcément, il y a un lien entre le besoin en vaccination et le changement climatique. Merci. Merci. Nous devons profiter de la présence d'experts comme Dr. Socéphale, professeur Sermbo, que nous avons aujourd'hui à portée de main pour nous nourrir aussi de leur expertise et du travail et du travail qu'ils font, qu'ils ont toujours fait et qu'ils continuent à faire, et aussi pour nous aider à mieux nous préparer. Voilà, très bien. Merci beaucoup. En tout cas, c'était un très beau symposium. C'était très riche. On a eu la chance d'avoir des experts de très haut niveau sur un sujet qui est nouveau, mais si important, si crucial pour nos communautés et pour leur santé. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont écoutés attentivement. Merci à ceux qui ont participé et merci aux experts qui ont répondu présents à l'appel de Foundation S, de Sanofi Collective et au Forum Gallien. Et nous tous, nous avons répondu avec beaucoup, beaucoup de plaisir et de reconnaissance à l'invitation de Madame la ministre d'État, Aoma Kolsek. Merci à tous. Bouba, maintenant, je vous remets le micro pour que nous préparions doucement vers la clôture. Donc, nous préparions doucement la cérémonie de clôture.